Bonsoir, je m'appelle Francis Pisani et suis journaliste. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire intitulé « Retour d'expérience sur 4 ans de bonnes pratiques ». C'est le 4e et dernier webinaire d'une série dont les résultats seront déterminants pour intensifier les collaborations et les synergies efficaces entre les acteurs de la formation, les organismes socio-professionnels et l'emploi. L'objectif de cette session est de passer en revue les bonnes pratiques constatées sur le terrain au cours du projet PIREM4 qui, au bout de 4 ans, arrivera à sa fin en décembre 2021. Le projet PIREM4 est un projet transfrontalier franco-espagnol qui, financé par le programme de la Commission européenne Interreg POCTEFA, vise à développer le marché de l'emploi rural des Pyrénées par la valorisation des ressources locales des forêts, par la mobilisation de divers acteurs et la mise en œuvre de systèmes européens de qualification pour une formation forestière innovante. Pardon. Le projet a permis d'améliorer les compétences des opérateurs et de permettre la reconnaissance de ces compétences au niveau européen. Ces bonnes pratiques sont aussi bien liées à l'exploitation qu'aux précautions environnementales ou de sécurité que les intervenants vont vous présenter. Un petit mot sur la méthode maintenant. Je vais demander à chacun des 3 intervenants, qui sont en fait 4 aujourd'hui, de se présenter en quelques mots. Je leur donnerai ensuite la parole à tour de rôle et ils auront une dizaine de minutes pour faire leur présentation. Chacune sera suivie de questions par les participants et je les invite à les poser dans la partie droite de l'écran que vous pouvez activer en cliquant sur « Converser » en bas de votre écran. Et c'est très important, ça nous permet d'avoir une vraie conversation, d'être assez dynamique et il y aura une attribution de prix tirés au sort pour 2 participants qui gagneront ainsi une formation. Et à la fin, vous aurez tous une dizaine de minutes pour permettre aux intervenants de se répondre s'ils estiment devoir le faire et à vous de poser vos questions, mais à tout le monde. Donc, je passe la parole maintenant à messieurs et madame les intervenants. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter et de nous dire brièvement vos noms, fonctions et intérêts particuliers. Nicolas. Donc, bonsoir à tous, donc Nicolas, donc formateur au CFPP Ariège Comminges, je suis en charge de la sécurité sur les chantiers forestiers et en même temps, à côté, gestionnaire forestier pour la gestion du patrimoine forestier de certains propriétaires privés. Frédéric. Oui, bonjour, Frédéric Vavasseur. Donc, je suis directeur adjoint du CFPP Ariège Comminges, qui est un centre de formation spécialisé dans l'exploitation forestière de montagne. Coralie. Bonsoir, Coralie Victoire. Je suis la déléguée de la certification PEFC pour la région Occitanie. C'est une certification en faveur de la gestion durable des forêts. Merci. Kevin. Nous avons des problèmes d'audio avec Kevin. Est-ce que Frédéric ou Nicolas veulent bien le présenter pendant que nous travaillons à la solution de ce problème? Donc, Kevin Banchetry, qui est responsable sécurité à la CEPSO. Voilà, je pense qu'il se représentera juste avant le départ de son CEPSO, la Société d'exploitation des bois du Sud-Ouest. Voilà. Bon, eh bien… Bon, essaye de te présenter comme ça, Kevin. Je te passe la parole. Je te présenter, Kevin. Ça ne marche pas, désolé. Donc, ça ne marche pas. Je passe la parole à Nicolas Bèze. Nicolas. Donc, oui. Donc, Nicolas Besse, donc, comme je disais, formateur au CFPPA. Donc, mon but, c'est de mettre en place les pratiques environnementales et sécuritaires sur les chantiers forestiers de l'école, afin de former le plus possible les futurs entrepreneurs de travaux forestiers à cette réglementation-là. Et c'est ce qui fait pour nous une plus-value de former des gens
qui va être apte à les appliquer et à les comprendre sur le terrain par rapport à quelqu'un qui va être autodidacte et qui va apprendre sur le tas. Donc, pour faire simple, comment ça se passe? Donc, nous, la formation au CFPPA, il y a des cours théoriques où c'est qu'ils voient la théorie, et après, cette théorie-là, on la met en pratique toutes les semaines. Donc, c'est des alternances entre cours et chantiers. Donc, vous avez des chantiers du lundi au vendredi pour se former aux conditions réelles et notamment sur la spécialisation forte pente, en montagne. Donc, ce qui est fait chaque semaine, c'est que nous avons un chef de chantier qui est nommé chaque semaine, qui est en charge de prendre la gestion de ce chantier comme si c'était une ouverture de chantier et une fermeture de chantier en fin de semaine. Pour cela, donc, du coup, il a à rédiger la déclaration de début de chantier qui va prendre en compte toutes les contraintes environnementales, savoir si on a des préconisations à faire, notamment si on est sur un site Natura 2000, de se renseigner et si on peut aller vraiment faire ce chantier à cette époque-là ou aller le faire à une autre date. Ensuite, il va prendre en compte tous les risques liés à la parcelle, donc par rapport à comment on se retrouve sur la parcelle, quels sont les dangers, où c'est qu'on va avoir les voies d'accès si jamais on a les secours, la couverture téléphonique. Il prend tout cela en charge et il rappelle aussi tous les matins le cahier des charges que nous devons mettre en place et toutes les mesures de sécurité que nous devons mettre en place. Parce qu'il faut savoir que nous, sur les chantiers forestiers, on arrive souvent, on est 8-9 bûcherons, donc on a quand même une organisation en interne à avoir, parce que des fois, on le dit ouvertement, on ne respecte pas la réglementation d'être 2 fois et demi la hauteur des peuplements, parce que c'est impossible des fois pour nous. Donc, on met un protocole en interne, justement, afin de pallier à ces accidents-là, tout en compte aussi la certification PEFC, qui sera présentée un peu plus tard par Coralie, où c'est que nous sommes agréés, adhérents comme ETF à PEFC. Donc, on prend tout cela aussi en compte sur nos chantiers forestiers. Frédéric. Alors, juste rajouter que dans le cadre du projet Pyrénées Fort, donc, qui a débuté en 2017, un des objectifs, comme vous l'avez rappelé, M. Pisani, en introduction, c'était effectivement de comparer un peu les bonnes pratiques sur les deux côtés, les deux versants des Pyrénées, et de tirer le meilleur de ces deux pays pour en faire un guide de bonnes pratiques, entre guillemets. Voilà, donc l'objectif était vraiment de comparer les bonnes pratiques en termes de sécurité et en termes d'environnement. Donc pour ce faire, on a mis en place des échanges avec les deux pays et des échanges avec les écoles forestières. Donc on avait 2 types d'échanges. Un premier échange avec des apprenants et les formateurs. Dans le cadre de ces échanges, on faisait des visites croisées sur des parcelles forestières en cours d'exploitation. Et voilà, et on tirait des bilans de ce qu'on pouvait voir sur ces visites. Et le deuxième type d'échange se faisait sur des chantiers, ce qu'on appelait des chantiers transfrontaliers, où on avait 5 étudiants français qui partaient réaliser des chantiers d'exploitation en Espagne. Et en retour, on avait 5 étudiants espagnols qui venaient réaliser des chantiers en France. Et on appliquait les réglementations et les bonnes pratiques de chacun des pays, ce qui permettait de comparer les bonnes pratiques avec la mise en œuvre sur le terrain. Et voilà. Et dans le cadre de ces bonnes pratiques en lien avec la sécurité principalement, on leur faisait passer également les permis tronçonneuses. Donc la formation, la certification européenne qu'on a pu présenter lors du premier webinaire, puisque nous avons des Français qui réalisaient le permis tronçonneuse en Espagne, donc qui se formaient et qui se faisaient évaluer en Espagne. Et nous avions donc des Espagnols qui venaient passer le permis tronçonneuse niveau 2 et niveau 3 en France, avec la même formule, où ce sont des formateurs ECC français qui évaluaient, qui formaient et qui évaluaient des Espagnols. Donc ces échanges croisés nous ont permis de vraiment comparer les pratiques qui, au départ, paraissaient éloignées, puis au final, quand même, elles sont assez proches. Donc, ce qui est rassurant pour nous. Et voilà, nous a permis donc de vraiment faire du lien et de donner de l'intérêt à ces échanges. Et voilà, donc pour nous, c'était très important. 2 questions. La première, vous dites que vous avez pu comparer. Mais quelles leçons avez-vous tirées de ces comparaisons?
Ouais. Qu'est-ce que ça vous a donné concrètement? Alors, Donnez-nous des exemples, ouais, s'il vous plaît. effectivement. Alors, au départ, ce que je disais, c'est qu'on on avait l'impression que, avant de débuter ces échanges, qu'on était assez loin en termes de sécurité. Principalement, c'était en termes de sécurité. Et puis, on s'est aperçu que dans la pratique et dans les faits, nous étions assez proches. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, on a pu, nous, impulser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on a un décret hygiène et sécurité qui date de décembre 2016 qui est assez poussé. Et du coup, on a pu, nous, commencer à expliquer aux Espagnols un peu les différences qu'on avait pu remarquer, nous, dans les premiers échanges. Et les différences, elles sont principalement d'ordre administratif, avec le formalisme autour de la sécurité. Donc, j'entends par formalisme sur la déclaration préalable de chantier Formalisme et sur la français. rédaction de la fiche de chantier qui, à l'heure actuelle, n'était pas présent en Espagne. Donc, on a pu concrètement, avec eux, simuler des déclarations de chantier. Et Nicolas Besse vous l'a expliqué tout à l'heure à l'introduction, c'est-à-dire que lors des échanges, si vous voulez, ils ont pu jouer ce rôle de chef de chantier et être confrontés à la fiche de chantier, hein, qui est une fiche qui synthétise et qui rappelle toutes les consignes de sécurité que les entrepreneurs et les opérateurs doivent appliquer sur les chantiers forestiers. Donc, ils ont été confrontés à ces deux formalités. Qu'est-ce que vous avez appris des Espagnols? Vous nous dites ce que vous leur avez montré. Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, moi, ce que le plus flagrant, hein, de ces échanges, si vous voulez, c'était la mise en œuvre des techniques qui sont enseignées dans le cadre du permis tronçonneuse, hein, donc, qui est appelé carnet des motosserristes en Espagne et qu'on appelle ECC, European Chainsaw Certificate. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, pour eux, le permis tronçonneuse, c'est vraiment la référence en termes de bonnes pratiques, en termes de sécurité. Voilà, nous, en France, on était encore calqués sur nos diplômes du ministère de l'Agriculture pour enseigner les bonnes pratiques. Et on s'est aperçu qu'effectivement, le permis tronçonneuse allait au-delà de ce que nous, on pouvait enseigner dans nos centres de formation. Et du coup, voilà, nous, on s'est calqué sur ce fonctionnement-là espagnol. Et du coup, on a intégré, nous, le permis tronçonneuse dans nos parcours de formation. Et on considère qu'en termes de normalité et en termes d'exigence sécuritaire, le permis tronçonneuse va au-delà de nos diplômes. Donc voilà, nous, le plus flagrant, c'était cet élément-là. Vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que ça permettait, ça vous avait permis de faire du lien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire ou nous donner des exemples, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les années 60, on a quand même une population espagnole, hein, qui est venue travailler en France. On en a parlé lors du webinaire numéro 3 mardi dernier. Mais c'est vrai que quand les Espagnols venaient travailler en France, ils apportaient leur technique, leur façon de faire et leur façon d'aborder les chantiers forestiers. Et là, l'objectif était vraiment d'utiliser les techniques locales, donc dans les pays où se déroulaient l'échange, et surtout la culture locale. C'est-à-dire qu'on utilisait la langue locale, on utilisait le vocabulaire technique local. Voilà, en forçant l'utilisation de cette langue-là, ça a forcé le lien, l'interaction entre les opérateurs. Et le vocabulaire technique était un bon moyen comment dire, pour forcer les gens à discuter entre eux, à dialoguer entre eux, tout simplement pour être sûr de comprendre le cahier des charges et les consignes. Donc l'interaction était, si vous voulez, en forçant les gens à utiliser la langue d'accueil, hein, on va dire, du pays d'accueil, on a forcé et volontairement cet échange-là. Et du coup, quand l'échange était compliqué et que la langue enfin, que la discussion s'avérait compliquée, le dialogue s'instaurait. Et du coup, on arrivait avec une langue des signes, avec des gestes, avec des démonstrations techniques. On arrivait vraiment à se comprendre.
Voilà, donc Donc, ça c'était marchait. vraiment le plus enrichissant, c'était cette partie très technique. La langue n'a pas été vraiment un obstacle. Pas du tout. Pas du tout. Même, je veux dire, le fait de ne pas se comprendre par le biais de la langue, ben, ça a forcé les opérateurs à trouver comment dire, des techniques pour se faire comprendre par le visuel, par le geste, par les postures. Et voilà, c'était très intéressant à vivre. Est-ce que les participants, les gens qui écoutent, ont des questions à poser? Je vous rappelle que si vous les écrivez dans la colonne de droite pour que vous animez, que vous activez en mettant converser en bas de votre écran, je pourrais voir quelles questions vous posez et les transmettre aux intervenants. Allez, une petite question. Nicolas, est-ce que vous avez eu une expérience correspondant à ce que vient de raconter Frédéric sur les échanges avec des gens venant d'Espagne, enfin des conversations, des démonstrations, des enseignements avec des gens qui ne parlent pas français ou peu? Ben, pour répondre à cette question-là, effectivement, moi j'étais sur le terrain à ce moment-là et des fois, effectivement, on n'utilisait pas les mêmes techniques d'abattage, mais le résultat à la fin, il était similaire. Hein. Ils avaient toujours une entaille, un trait de scie et une charnière. Donc là, sur ce point-là, après, il existe une multitude de techniques qu'on a pu voir, mais on a pu s'apercevoir que si on utilisait la technique qu'ils utilisaient, elle fonctionnait comme la nôtre, elle fonctionnait aussi. Donc ça a permis de montrer, de favoriser, de dire aux stagiaires aussi qu'il n'existe pas qu'une seule technique, il y a différentes façons de travailler. Et ce qui compte, c'est le résultat derrière, de toujours travailler en sécurité, parce que le plus dur dans notre métier, c'est de durer et d'éviter de se faire mal. Donc il faut apprendre à travailler en gérant le risque. Une question qui vient de Bernard Morin. À quelle différence marquante pensez-vous? Ça vaut pour Frédéric et pour Nicolas, puisque vous êtes tous les deux sur le même créneau. Nicolas? La différence marquante, je ne vois pas très bien là, la question, en fait. C'est-à-dire la différence entre les deux techniques, entre les deux cultures. Frédéric en a mentionné une sur l'importance du permis tronçonneuse, par exemple, ou le côté bureaucratique français. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous parlez est-ce que vous avez une expérience une différence qui vous a frappé? Juste si je peux me permettre, il y a une différence qui est ressortie sur l'exploitation. Versant espagnol, ils étaient plutôt sur une exploitation bois court, plutôt sur avec du débardage, avec du bois porté, donc de courte longueur avec un porteur forestier. Alors que nous, sur notre versant pyrénéen, on est plutôt sur des zones beaucoup plus pentues et on exploite avec du bois long, donc avec d'autres techniques et d'autres matériels, hein, d'autres tracteurs. Donc, nous, en formation, on est plutôt axé sur la démonstration des techniques sur l'exploitation en bois long, et eux sont plutôt axés sur la technique au bois court. Donc, ça a permis, si vous voulez, de compléter la formation, aussi bien des Espagnols quand ils sont venus côté français que des Français quand ils sont partis côté espagnol. Donc, ça enrichit les deux côtés. Autre question, quels ont été les retours de ces échanges? Les personnes en ayant bénéficié aimeraient-elles continuer, recommencer? Alors, sur les échanges, effectivement, les chantiers transfrontaliers, ça a donné goût aux gens de partir, de voyager pour travailler. Donc ça, c'est un point positif. C'était un peu l'objectif de ce projet. Et puis surtout, on a eu 2 Espagnols qui ont voulu poursuivre leur formation chez nous sur la formation de grimpeurs et lagueurs.
Et donc ça, c'est positif. Bon, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la mise en œuvre de la formation pour des raisons administratives, mais bon, on a essayé de mettre en œuvre cet échange-là. Mais par contre, depuis qu'on est rentré dans le projet, régulièrement, on a des hispanophones ou même des Espagnols qui viennent suivre la formation. Là, actuellement, on a une personne espagnole qui suit la formation de bûcheron en formation à distance, qui vient chez nous pour faire les regroupements. Donc, elle est, si vous voulez, pas directement liée au projet, mais je pense que la communication qu'il y a eu autour de ce projet Pyrénées Fort a montré que on était ouvert justement à la formation de personnes étrangères, et ça nous a permis d'accueillir voilà, des Espagnols, et c'est une bonne expérience pour nous, puisque l'an dernier en formation élagage, on a eu un Espagnol, et cette année en formation de bûcheron, nous avons également un Espagnol en formation à distance. Bien, merci beaucoup. Et Bernard Morin vous remercie, vous avez répondu à ces questions. On va passer, juste une petite parenthèse technique. Nous avons toujours des soucis avec Kevin Banchtry, qui semble ni nous entendre, ni pouvoir se faire entendre. Si vous pouviez travailler à ça pendant que nous passons la parole à Coralie Victoire. Coralie. Bonsoir. Bon, je prends le parti de vous présenter rapidement ce qu'est le label PEFC avant de rentrer dans ce que nous considérons en tant que certification PEFC comme étant des bonnes pratiques en forêt. Rapidement, ce label, c'est une certification, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faveur de la gestion durable des forêts, qui est basée sur le volontariat, donc démarche volontaire de la part des propriétaires et des entreprises se faisant certifier, et sur l'amélioration continue. Elle concerne donc l'ensemble des acteurs de la filière qui possèdent la ressource bois, et elle apporte, en appliquant ce label, elle apporte la garantie aux consommateurs que le bois ou le produit issu du bois provient de forêts gérées durablement. Alors par gérer durablement, nous on entend autant l'équilibre en forêt que le respect de la réglementation ou la qualité des travaux menés, travaux, récoltes, plantations menés en forêt directement. Donc, c'est un équilibre qui est aussi bien économique, social qu'environnemental. Voilà pour recadrer rapidement la certification. N'hésitez pas si vous avez des questions un peu plus précises. En termes de bonnes pratiques, le standard PEFC est très complet, puisqu'on n'aborde pas que la notion écologique et environnementale, on aborde aussi le côté réglementaire et social. Et donc, on a toute une mise en œuvre qui se fait par le propriétaire forestier directement avec la gestion forestière, mais également par toutes les entreprises intervenantes en forêt, que ce soit l'exploitant ou simplement le prestataire. Comme vous le savez, l'activité forestière en France, elle est très réglementée, très cadrée par les lois. Et mettre en œuvre les bonnes pratiques au sens de la certification, ce n'est pas juste appliquer les lois, c'est aussi prendre en compte tout ce qui est autour, c'est-à-dire les enjeux de production, d'accueil du public, de protection de la forêt, mais aussi les caractéristiques spécifiques de chacune des forêts, parce qu'il n'y a pas deux forêts similaires. Et donc, appréhender ces bonnes pratiques, notamment pour les étudiants des écoles forestières, ce n'est pas évident, parce qu'entre la théorie de l'application de ce standard et la réalisation concrète sur le terrain, il y a toujours un delta qui est lié à la sensibilité, à l'expérience propre à chacun. Et c'est pourquoi les écoles forestières ont mis en place avec PEFC des partenariats du type graines de PEFC, qui sont des événements permettant aux étudiants de prendre en main notre standard, de l'appliquer directement en forêt. Donc, on a fait des réunions d'information, on a fait ensemble des sorties forestières qui ont permis de tester ce standard directement sur un chantier forestier, par exemple. Donc, par rapport aux bonnes pratiques de PEFC qu'on a appréhendées avec les écoles forestières, il y a toute une partie qui concerne la forêt, donc la gestion de la forêt en elle-même. Alors, je vais vous développer un petit peu les différents items. Et il y a la partie bonne pratique liée à l'exploitation, à la récolte forestière. Je vais passer très rapidement ces points-là, en espérant que mon collègue Kevin Barchetry arrive à vous communiquer ces informations et que vous puissiez l'entendre. Pour la partie forestière, il y a différents niveaux. Donc, il y a déjà tout ce qu'on appréhende sur la gestion du peuplement et le renouvellement. Parce que quand on fait une coupe de bois, on s'intègre dans un cycle forestier. Ce n'est pas juste je coupe du bois à un temps T.
Non, il y a une réflexion en amont de quels arbres sont sélectionnés pour être coupés, parce qu'on ne coupe n'importe quel arbre. Et il y a aussi la réflexion en aval de la coupe, c'est-à-dire, une fois qu'on a coupé, la mise en œuvre de ce renouvellement du peuplement. Comme on peut le voir en agriculture, quand on récolte un champ, par exemple, de betteraves ou de pommes de terre, derrière, il y a une autre culture qui arrive à la suite. La forêt, c'est pareil. On coupe, on régénère. Donc, on réfléchit en amont et on met en application en aval de cette coupe. Donc, pour nous, les bonnes pratiques, c'est prendre en compte le changement climatique, les sols, l'objectif du propriétaire, qui peut être juste production, mais qui peut être aussi accueil du public, qui peut être production, mais pas que de bois, de champignons aussi, ça peut être un objectif. Donc, pour nous, la bonne pratique, c'est tout ça. Pour le moment de la récolte, optimiser les objectifs du propriétaire derrière. Les bonnes pratiques, c'est pas que la forêt, c'est aussi l'équilibre qui va avec cette forêt, c'est-à-dire l'équilibre avec le gibier, l'équilibre avec les autres acteurs, donc la multifonctionnalité, c'est-à-dire avec l'agriculteur qui pourrait faire pâturer, avec l'apiculteur qui voudrait venir mettre des ruchers, avec aussi toutes les personnes qui souhaiteraient randonner ou pratiquer des activités en forêt. Donc, un exploitant doit intégrer tous ces paramètres quand il vient en forêt. Un propriétaire aussi doit intégrer. Et pour nous, ça fait partie des bonnes pratiques de respecter cette multifonctionnalité ou cet équilibre avec le gibier. Il y a aussi toutes les bonnes pratiques en lien avec les sols, l'eau, en lien directement avec l'environnement et l'écosystème. C'est-à-dire que quand on intervient en forêt, on fait attention à ne pas dégrader le sol en le tassant ou en intervenant alors que les conditions climatiques ne le permettent pas, quand il pleut trop par exemple. Attention aux périodes d'intervention aussi liées aux espèces protégées. Je vais donner un exemple, le tétras. C'est un oiseau qui a une période de nidification particulière sur laquelle intervenir, faire du bruit, c'est le déranger et mettre en péril cette espèce. Du coup, une bonne pratique, c'est de raisonner les périodes d'intervention, de le faire en dehors de sa nidification, en dehors de sa reproduction. J'aurais beaucoup d'exemples à donner, mais voilà, les bonnes pratiques sont aussi liées à l'environnement et pas qu'au peuplement forestier en lui-même. Après, il y a une bonne pratique qu'on oublie souvent, c'est le paysage. On ne peut pas couper tout ce qu'on veut comme on veut quand il y a un impact paysager. Tout simplement, un château, une église, un bâtiment, un patrimoine inscrit, ça a du sens d'avoir un paysage qui accompagne ce bâtiment. Et donc, dans les bonnes pratiques forestières, il y a cette intégration. On peut laisser quelques arbres en bordure pour éviter d'avoir un impact trop fort. On peut, au moment du renouvellement, intégrer des essences qui font des couleurs assez sympas en automne. Enfin, il y a une réflexion qui est plus large que juste « je produis du bois économiquement ». Et enfin, il y a l'intégration des bonnes pratiques en lien avec la fonction de protection des forêts, c'est-à-dire pour les avalanches, les chutes de blocs. Quand on réfléchit une intervention en forêt, on la réfléchit pour limiter la détérioration de cette fonction de protection. C'est-à-dire que, par exemple, pour des éboulements, avoir un sol nu, ça peut être dangereux. Les blocs peuvent les pendre plus rapidement. Du coup, on prélève plus ou moins d'arbres en fonction du rôle de protection de la forêt. Donc ça, c'est une bonne pratique qui est intégrée aussi dans le standard PEFC. Je vous ai donné des exemples assez précis sur chacune des bonnes pratiques entendues sur la gestion forestière. Après, on rentre sur la réalisation du chantier en lui-même. Et donc, sur cette réalisation, il y a la préparation en amont du chantier, la réalisation du chantier en lui-même, où il y a plein de points de vigilance, et enfin, la finalisation et la clôture du chantier. Mais ça, je laisserai mon collègue vous le présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces bonnes pratiques. Quoi qu'il en soit, former et être en partenariat avec les écoles forestières, pour nous, c'est primordial, puisque les étudiants qui apprennent ces pratiques sont les professionnels de demain. Et donc, intégrer le standard PEFC dès la formation, pour nous, c'est l'assurance puisse l'appliquer, le mettre en œuvre correctement et aussi le transmettre dans leur futur monde professionnel. En attendant que les participants posent des questions, moi j'en ai deux. La première, vous avez parlé des enjeux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Donc, vous avez donné des exemples très concrets, très utiles. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui vient en tête quand vous parlez des enjeux de fond de votre travail? Les enjeux liés à la gestion durable des forêts sont vraiment multiples. Je dirais le principal pour nous, pourquoi vouloir gérer durablement la forêt, c'est pérenniser la ressource. Et la pérenniser, c'est alimenter
les centaines, voire les milliers d'emplois associés à la forêt. Parce que récolter aujourd'hui sans se soucier de la ressource demain, c'est ne pas pérenniser ces emplois. Il y a un enjeu aussi sur le volet acceptabilité. Aujourd'hui, on est de nombreux professionnels à travailler en forêt et on n'est pas souvent compris du grand public. Donc, appliquer des bonnes pratiques, c'est aussi communiquer sur le fait que les professionnels ne travaillent pas juste pour l'aspect financier, mais travaillent aussi en intégrant les sensibilités et les intérêts de tout à chacun. Et enfin, le changement climatique, le devenir de notre planète, les forêts sont un vrai réservoir de carbone. Et aujourd'hui, gérer ces forêts en pensant à demain, c'est aussi pérenniser le devenir de notre planète. Ma deuxième question, c'est en fait, mon terme à moi pour dire, pour parler de ce que vous évoquez en parlant de l'intégration des fonctionnalités différentes, vous avez affaire à une réalité complexe. Et comment est-ce que vous faites pour vous y retrouver dans ces intégrations de dimensions qui sont éventuellement si différentes et qui concernent autant d'acteurs, éventuellement dans des positions ou dans des endroits différents, ou des personnes impliquées? Il n'y a pas de remède miracle. Quand on gère une forêt et qu'on doit faire face à plusieurs aspects, une multifonctionnalité complexe, mis à part le dialogue et l'échange, il n'y a pas grande méthode autre que celle-ci. Donc, en les mettant autour de la table. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de dialogue? Qui est-ce que vous faites participer et comment vous organisez ces dialogues? Alors nous, typiquement, PEFC, en termes de gouvernance, au sein de notre conseil d'administration, on a les utilisateurs, les usagers autres de la forêt. Alors les utilisateurs, pour nous, c'est les professionnels qui travaillent avec le bois ou grâce au bois. On a les propriétaires de la ressource, donc qu'ils soient privés, État ou collectivités, donc les publics et les privés. Et on a enfin les usagers, c'est-à-dire les chasseurs, les consommateurs, les environnementalistes autour de la table. Donc, quand on traite de sujets, au sein de PEFC Occitanie, on a l'ensemble de ces parties prenantes. Mais à l'échelle d'un propriétaire, par exemple, sur une forêt, quand on a un problème, par exemple, avec le gibier, un déséquilibre forêt-gibier, donc ça, c'est vraiment un enjeu particulier, on associe les chasseurs, on associe le propriétaire et on associe le gestionnaire pour faire un point sur ce qui ne fonctionne pas et quelles solutions à mettre en place en intégrant ces trois parties et qui conviennent à chacune des trois parties. C'est-à-dire, on ne va pas éliminer tout le gibier parce que le chasseur, il perdrait. On ne va pas laisser le gibier se développer autant qu'il le veut pour ne pas pénaliser le sylviculteur. On va trouver une solution intermédiaire avec un plan de chasse raisonné pour limiter l'impact sur la forêt tout en permettant la chasse. Voilà. Des questions qui viennent des participants. PEFC est-il une obligation pour tous les bois coupés en France et en Europe? Ça fait deux questions. Non, alors PEFC, comme je l'ai expliqué au départ, c'est une démarche vraiment volontaire. Donc, il n'y a pas d'obligation ni pour les marchés, ni pour le propriétaire. En revanche, aujourd'hui, les entreprises en ont plus que besoin, c'est plus qu'une option, ça devient presque une obligation pour elles, parce que sans cette certification, elles n'ont plus accès au marché. Donc, finalement, le propriétaire a le loisir de le choisir, mais l'entreprise qui veut garder ses marchés est obligée de mettre en œuvre le standard PEFC. L'intérêt de la question. Autre question, comment savoir si le bois que je consomme est issu d'une gestion durable de la forêt? C'est une excellente question. Aujourd'hui, je vais vous montrer le logo. Le seul moyen de pouvoir vérifier que votre bois, votre produit, votre amette de papier, votre boîte de mouchoirs, votre manche à balai, votre fenêtre, c'est soit sur l'étiquette du produit que vous achetez, vous retrouvez ce logo PEFC, soit directement floqué sur le produit. Donc moi, quand j'achète une ramette de papier, je vérifie que le logo PEFC est présent sur la ramette et ça me certifie que la pâte à papier est issue du bois d'une forêt gérée durablement. Et ce logo est le même pour tous les pays. Vous n'aurez pas le même numéro en dessous et la langue de la phrase « promouvoir la gestion durable » sera dans les langues diverses et variées des pays. Mais qu'importe, à partir du moment où vous voyez ce logo, c'est qu'il est issu d'une forêt gérée durablement. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Kevin maintenant. Attendez, encore une question. Quel est le pourcentage de marché exigeant du bois PEFC?
C'est une excellente question. Je n'ai malheureusement pas de réponse chiffrée à cette question, parce que c'est un sujet vaste. Hein. Bon. Merci beaucoup. Attendez, encore une question. J'ai cru entendre que la rigueur du PEFC en France était différente de celle de certains pays de l'Est. C'est une question intéressante et ça, pour ça, il faut expliquer comment fonctionne PEFC. En effet, entre les pays, le standard PEFC est identique. Tout simplement parce que le standard PEFC est issu d'un standard international qu'on appelle métastandard, qui découle de tous les standards mis en place dans chacun des pays. Pourquoi les standards sont différents entre un pays et un autre? C'est parce que notre réglementation et nos pratiques autour de la forêt sont différentes. Et du coup, même si on a des règles internationales, on les décline de telle manière à ce qu'elles soient adaptées à chacun des pays. Donc en France, c'est peut-être plus rigoureux parce que aussi notre réglementation est beaucoup plus stricte et nous impose d'avoir des règles beaucoup plus strictes. Donc, il y a une adaptation du méta-règlement au niveau européen par chaque pays. Et donc, quand c'est plus compliqué, c'est plus rigoureux, ça se traduit là-dedans. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant la parole à Kevin Banchetry en espérant que ça fonctionne. Voilà. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je tenais à m'excuser déjà tout d'abord pour le petit désagrément et vous dire que je suis très content de vous retrouver pour ce webinaire. Je vais commencer peut-être par une petite présentation rapide de l'activité pour laquelle je travaille. Donc, moi, je travaille pour la Société d'exploitation des bois du Sud-Ouest, donc une société spécialisée dans la récolte forestière depuis une 50aine d'années, récolte forestière de plaine et de montagne. Société de 90 personnes aujourd'hui, ou environ 90, ça oscille, où on retrouve à l'intérieur l'ensemble des métiers qui composent la récolte forestière, hein, du bûcheron manuel ou l'abattage mécanisé, débardeur, tracteur forestier, conducteur de camion, acheteur bois, technicien forestier, gestionnaire forestier, bon, voilà. Tout ce qui compose aujourd'hui la partie opérationnelle de l'activité de récolte, et derrière en support évidemment un siège avec une activité de ressources humaines, administratives et financières, et qualité, sécurité, environnement, dont service dont je suis le responsable. Ce qui me permet d'enchaîner sur mes activités à moi, donc en l'occurrence en tant que responsable de la qualité, la sécurité et l'environnement de cette société. Donc, je suis chargé de la mise en place et le suivi des différentes démarches qualité de la société, du suivi et du respect de la réglementation dans les différentes opérations de récolte forestière, du suivi et du respect des différents cahiers des charges qui nous encadrent, comme le cahier des charges PEFC, par exemple, de certification forestière. Mes missions m'entraînent aussi à régler, en tout cas à encadrer la sécurité et la sécurisation en général des activités de récolte. Et c'est la partie la plus vaste de mon activité. Et derrière, d'être aussi effectivement un peu l'interface entre les écoles forestières, surtout essentiellement celle de Pamiers aujourd'hui, et l'entreprise, via les différentes sollicitations qu'on pourrait avoir pour former nos équipes ou renforcer les compétences ou le maintien des compétences de nos équipes. Voilà pour ce qui est de mon activité et de la société dans laquelle je travaille. Je peux enchaîner, si vous voulez, avec, s'il n'y a pas de questions, avec ma vision à moi ou notre vision à nous, CEPSO, des bonnes pratiques en forêt. D'abord, dites-nous un peu quels sont les problèmes que vous rencontrez dans toutes ces activités. Qu'est-ce qui se détache comme étant le plus important? Alors, évidemment, les contraintes qu'on peut rencontrer dans tous les métiers forestiers, qui sont les contraintes ou les objectifs, hein, parce que c'est forcément, les deux sont liés, c'est forcément la première, et jamais moi en premier, c'est évidemment la sécurisation de nos activités, c'est-à-dire éviter tout simplement les accidents, éviter les dommages corporels, permettre à nos équipes et à nos sous-traitants de travailler dans des conditions humaines et sécuritaires.
La deuxième contrainte, et qui est tout aussi importante, ça va être la partie mise en marché des ressources bois, via notamment la réglementation bois Union européenne ou la réglementation en général nationale et internationale, qui nous demande, et c'est tout à fait normal, d'être vigilant quant à la mise en marché des ressources, puisque notre société, on récolte le bois, on l'achète à des propriétaires, on valorise les ressources à des propriétaires, que ce soit dans le privé ou dans le public, dans un objectif de valorisation des ressources forestières. Je viendrai mettre l'entre-deux après, c'est-à-dire de quelle manière on le fait pour respecter l'ensemble de nos contraintes et l'ensemble des objectifs, pour revendre et mettre cette matière en marché pour différentes structures. Donc, tout l'objectif, là, c'est d'arriver à mettre ces ressources-là dans le cadre des respects de la réglementation forestière. Donc, c'est la deuxième contrainte principale après la sécurité, c'est de s'assurer que ces matières et ces ressources proviennent de forêts non controversées et voire même gérées durablement dans le cadre de nos objectifs PEFC. Question, si vous me permettez, juste pour une petite interruption. Quelle est la proportion en France de forêts qui sont considérées comme gérées de façon durable? Alors, je pense que Coralie Victoire, ici présente, saura mieux répondre à cette question que moi, mais je vais tenter d'y répondre à ma manière. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, tout à chacun se doit de toute façon dans son activité de l'avoir la plus durable possible, surtout quand on parle de ressources bois. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la profession et l'ensemble des métiers forestiers français font en sorte que les forêts soient gérées durablement, pour des raisons évidemment écologiques, pour des raisons aussi économiques. Aujourd'hui, l'objectif est de pouvoir subvenir à nos besoins en ressources premières sans nuire aux ressources de demain. Ensuite, il y a des garanties qui nous permettent de dire que les forêts sont gérées durablement. C'est tout à fait le travail des certifications forestières ou de la certification forestière comme PEFC. De là à vous donner un chiffre exact, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je m'arrêterai là pour ma réponse. Coralie, qui sourit. Je vais essayer de compléter les éléments de Kevin. En termes de gestion durable, il y a deux éléments à prendre en compte, comme il l'a expliqué. Les forêts qui sont avec des documents de gestion durable. Donc, elles ont un document qui est cadré, il y a la bonne volonté du propriétaire pour mettre en œuvre ce qu'on appelle une gestion durable. Sans que la forêt soit certifiée, elle peut être quand même gérée durablement. Et ça, aujourd'hui, l'ensemble des forêts de l'État, 100% de ces forêts-là ont un document de gestion, et je dirais 90% les forêts de collectivité, si ce n'est pas 95% des forêts des communes qui ont un aménagement et qui gèrent du coup obligatoirement durablement ces forêts. Alors, forêts publiques, privées, ça représente 25% des forêts françaises. Et pour les forêts privées, celles qui ont des documents de gestion, ça représente plus de 4 millions d'hectares en France. Après, pour vous dire, moi, le chiffre de forêts certifiées PEFC en France, on est à plus de 5,5 millions d'hectares de forêts sur lesquelles on a la certification de gestion durable des forêts PEFC. Mais si vous me permettez, vous passez d'un pourcentage à un chiffre en termes d'hectares, et pour les gens qui n'ont pas tous ces chiffres en tête, ce n'est pas facile à suivre. Alors, 4 millions d'hectares pour les forêts privées, ça représente un tiers de ces forêts privées, avec un document, un document qui garantit la gestion durable. Voilà. Okay. J'ai une question. Trouvez-vous facilement des chantiers intéressants en termes de bois, d'accès, etc.? Je pense que c'est pour Kevin, mais si quelqu'un d'autre veut. Alors, je vais tenter de répondre en tout cas en partie à la question. Tout dépend de ce qu'on appelle un chantier intéressant et de ce qu'on recherche comme matière. Un chantier intéressant, déjà, pour ne pas prêcher pour ma paroisse, c'est un chantier où on sait qu'il va y avoir un minimum de contraintes sécuritaires. Un chantier intéressant, c'est un chantier où on va pouvoir, tout en raisonnant le prélèvement et tout en maîtrisant le prélèvement et la récolte, avoir une récolte suffisante pour pouvoir valoriser la ressource. Un chantier intéressant, c'est un chantier où il y a un minimum d'investissement au démarrage du chantier, c'est-à-dire où il y a un minimum d'ouverture de piste pour aller chercher le bois, où il y a un minimum de démarches
contraintes administratives, j'ai envie de dire, au démarrage, c'est-à-dire un minimum d'autorisation à avoir, parce que c'est dans mon déroulé, j'y viendrai, mais ça fait partie des choses qui sont à prévoir après la mise en accord avec un propriétaire, la signature du contrat d'achat. C'est toute la partie autorisation qu'il va falloir demander au niveau des différentes administrations compétentes pour pouvoir entamer la récolte. Alors, des chantiers intéressants qui réunissent l'ensemble de ces conditions, on en a. Mais bon, ça ne fait pas partie de la majorité des chantiers. Mais on en trouve. Si ça répond à la question, ça nous arrive. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à rajouter avant de passer à la fin et à la discussion finale et à la conclusion? Parce que, comme je vous ai interrompu pour passer la parole à Coralie, je ne voudrais pas vous couper la parole. Alors, je peux finir peut-être sur ce qui était l'objectif de démarrage, de départ, c'est les bonnes pratiques en exploitation forestière. Il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est quand même, hormis donc la partie réglementaire, contractualisation avec le propriétaire, il y a tout le déroulé en lui-même du chantier où il va falloir mettre en place du matériel de signalisation, où il va y avoir des autorisations à demander, je l'ai dit précédemment, où il va y avoir aussi donc toute une gestion des rémanents, donc tout le surplus des arbres qu'il va falloir mettre d'une telle manière, où il va y avoir ensuite le suivi des chantiers au niveau du respect des règles de sécurité, le suivi du chantier au niveau des respects des règles environnementales, le suivi du chantier au niveau du port des EPI, tout ça. Et bien sûr, pour arriver derrière à l'état des lieux de fin de chantier et l'anticipation des remises en état qui va avoir lieu, parce qu'il y a toujours des remises en état de voiries, de pistes, de chemins de randonnée. Ça fait partie des choses qu'il faut prévoir aussi, les chemins de randonnée, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui traversent les coupes et les coupes de bois, les forêts. C'est des choses qu'il faut aussi anticiper, qu'il faut dévier avec les associations de randonneurs, qu'il faut anticiper. Voilà. Pour arriver à l'état des lieux final et aux décharges d'exploitation dans le public ou l'état des lieux final avec le propriétaire dans le privé pour arriver à un commun accord fin de chantier. C'est tout un cursus à prendre en compte et intégrer dans ces chantiers-là, intégrer des équipes, c'est ce que je voulais souligner aussi, intégrer des équipes compétentes, intégrer des équipes formées au risque des métiers. Et c'est là tout l'intérêt de travailler en étroite collaboration avec les écoles forestières, en tout cas locales, si ce n'est françaises, pour s'assurer d'avoir un effectif le plus qualifié possible pour exercer les travaux. On est quand même dans un métier très, très accidentogène. On est quand même dans une filière très accidentogène, il ne faut pas l'oublier. L'objectif principal et la première contrainte quand on est exploitant forestier ou quand on fait de la récolte forestière, il y a l'environnement, c'est certain. Il y a aussi le fait qu'il faut faire en sorte que tout le monde rentre le soir à la maison. Quand même. Voilà. Une question, dans le cadre de la maîtrise des aspects sécuritaires, que mettez-vous en place concrètement? Quels sont les critères que vous regardez dans le cadre de l'état des lieux? Alors, il faut savoir que la première cause d'accident en récolte forestière, en exploitation forestière, c'est les arbres de tension, les arbres chablis, les bois secs. Donc, la première chose qu'on va regarder dans l'état des lieux d'une coupe, c'est la proportion d'arbres dangereux. Dangereux dans le sens des arbres qui sont susceptibles de tomber naturellement pendant l'activité du chantier. Donc, c'est les premières zones qu'il va falloir sécuriser. Il y a aussi tout ce qui va être accueil du public dans les zones un peu à forte pression publique. Il va falloir protéger, on protège les salariés, on protège les équipes, mais on protège aussi les tiers. Les gens qui sont susceptibles d'accéder au chantier. Ça va être du balisage, ça va être essayer d'anticiper les endroits par où les cyclistes, les motards, les randonneurs risquent d'accéder au chantier, qui ne sont pas toujours des routes, qui peuvent être des sentiers, qui peuvent être des choses comme ça. Vérifier sur les cartigènes les référencements de ces sentiers-là pour essayer, baliser, sécuriser. Il y a tout ce qui est pente, tout ce qui est les barrières rocheuses, les gouffres, tous ces éléments-là qui vont être identifiés parce que l'administration et l'organisation administrative des chantiers nous permet d'avoir un document qui s'appelle la fiche de chantier qui est là pour justement lister l'ensemble des risques inhérents au chantier
et les spécifier. Alors, on a peut-être déjà entendu parler de ça dans des visios précédentes, et de spécifier aux opérateurs, de spécifier aux équipes les dangers et leur situation. Ça fait partie des… Au moins, on a de choses à lister sur cette fiche de chantier, et au plus, on s'oriente vers un chantier sécurisé. Et si on en a beaucoup, le tout, c'est d'arriver à cadrer l'ensemble de ces éléments-là pour limiter les risques. Merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin et on avait dit qu'on repasserait la parole à Frédéric et à Nicolas, un peu pour faire le bilan, la conclusion. Moi, j'ai 2 questions élémentaires à poser. La première, c'est on approche de la fin du projet Pyramfort. On a parlé de tout ce qui s'est fait, des bonnes pratiques, du permis tronçonneuse, de plein de choses. Quel est votre bilan d'ensemble? Et une autre question, quel est le futur? Est-ce que ce projet se termine complètement? Est-ce qu'il sera remplacé par autre chose? Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent? Frédéric ou Nicolas, ou enfin celui qui veut, ou celle de Coralie ou Kevin. Frédéric. Le bilan par rapport au projet, mais je pense qu'on l'a vu ce soir, hein, mais le monde forestier, ou du moins l'exploitation forestière, fait appel quand même à beaucoup de compétences au-delà de la technicité. C'est-à-dire que le bûcheron d'aujourd'hui ou l'entrepreneur d'aujourd'hui n'est plus celui qu'on pouvait croiser dans les années 60. Donc, au-delà des compétences techniques, on l'a vu, il y a toutes les compétences en termes de sécurité, des compétences administratives pour répondre à la réglementation. Et voilà, donc ça, le projet a vu que l'écart diminuait entre les pays, mais qu'il y avait encore du travail pour harmoniser toutes ces pratiques au niveau européen. Et je pense que la formation est un parfait trait d'union pour justement essayer d'harmoniser tout ça. Le permis tronçonneuse est une première étape, hein, puisqu'on arrive à harmoniser les techniques en lien avec la sécurité. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin maintenant sur toutes les bonnes pratiques environnementales, puisque là, il y a des écarts encore importants au niveau européen. Donc ça, c'est par rapport à la première question. Par rapport à la seconde question sur la suite du projet, je pense que le projet, une des grosses problématiques du monde forestier, on l'a vu mardi, c'est l'emploi. L'emploi forestier, l'employabilité également, hein, c'est-à-dire qu'on a aussi encore des problèmes avec l'employabilité des gens qui sortent de formation. Donc, je pense que le gros travail dans le futur, il est là, c'est comment redynamiser l'emploi forestier et optimiser l'employabilité des apprenants qui sortent des formations forestières. Et donc là, ça va passer par le lien avec le monde professionnel. Il faut qu'on aille encore au-delà de ce qu'on est capable de faire et augmenter également l'employabilité de tous les gens on va dire, des différents pays de l'Union européenne. Est-ce que Nicolas a quelque chose à ajouter dans ce sens-là sur le bilan? Nicolas, le micro est éteint là. Il faut que vous le réallumiez. Votre micro est… Oui, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris votre question, pardon. Non, c'était le commentaire de Nicolas. Est-ce que vous venez de dire s'il avait quelque chose à ajouter? Et je le demanderai aussi à Coralie et à Kevin. Oui, donc… Ce bilan à partir de sa pratique à lui, de son expérience. Oui, pour rebondir tout ce qui a été dit avec Coralie et Kevin, nous, le but à l'école, c'est de prendre ces contraintes-là, parce qu'elles sont exactes. On est confronté tous les jours et notre but, c'est d'amener les futurs bûcherons et débardeurs de demain à comprendre ces contraintes et à montrer que oui, effectivement, c'est une contrainte, mais on n'a pas le choix, qu'il faut faire avec. Et donc, tout le but de notre formation aujourd'hui, c'est de les amener à travailler tout en prenant en compte cette réglementation-là. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément évident avec certains, mais tout le monde s'y met. Et le but de notre école, c'est vraiment de les amener à ça, de pouvoir être employables à la fin de la formation. Donc, effectivement, après, avec la pratique, ils s'amélioreront au fur et à mesure. Mais effectivement, tout ce qui a été dit ce soir par rapport au protocole PEFC, nous l'appliquons sur les chantiers du CFPPA.
et nous appliquons également toute la réglementation du décret qui a été décrit tout à l'heure depuis 2016. Est-ce que vous estimez y être arrivé ou être parvenu à faire avancer, à faire pénétrer ces objectifs? Alors, tout à fait. Alors, on ne va pas dire qu'on est satisfait à 100%, il y a toujours des efforts supplémentaires à faire. Le plus compliqué, c'est qu'à l'école, ils vont l'appliquer, mais c'est que quand ils retournent des fois dans le monde du travail, il faut qu'ils continuent des fois à revenir un peu à l'école, parce qu'on s'en aperçoit, quand on dit à l'école, c'est de refaire une petite formation continue, peut-être d'une journée, pour remettre en tête, si vous voulez, toutes ces préoccupations-là, parce que des fois, quand vous avez, comme on dit, la tête dans le guidon, on peut oublier certaines pratiques sécuritaires qui peuvent vous coûter la vie à tout moment dans nos métiers. Et donc, nous, on s'en aperçoit des fois, parce que tous nos formateurs qui encadrent les chantiers, c'est des formateurs professionnels, et qu'en début d'année, on refait tout le temps une mise à niveau de toutes ces problématiques-là et des protocoles qu'on met en place, justement, pour les inciter à réappliquer. Et effectivement, ça fait du bien, parce que la réglementation, des fois, elle évolue. Et donc, des fois, pour mettre en place ça, ça prend quand même un certain temps. Si vous regardez les bûcherons, comme disait Frédéric tout à l'heure, des années 60, il n'y avait aucun qui mettait le pantalon de sécurité. Aujourd'hui, tous les bûcherons de moins de 50 ans, ça ne leur pose aucun problème. C'est vraiment ancré avec le port du casque. Il y a 10 ans, on n'aurait peut-être pas tenu le même discours. Voilà. Donc, ça prend un certain temps, mais on y arrive. Mais voilà, la réglementation évolue aussi chaque année, des fois. Donc, du coup, à nous de s'adapter à ça pour amener le plus possible les entrepreneurs de travaux forestiers à respecter cette réglementation. Il y a une question à laquelle, Frédéric, je ne suis pas sûr que vous ayez répondu, ou alors ça m'a échappé, c'est le futur. C'est-à-dire, nous avons commencé ce webinaire en disant que le projet Pyrenfort s'arrêtait en décembre 21. Qu'est-ce que vous savez ou qu'est-ce que vous envisagez pour après? Et vous avez 1 minute pour répondre, parce qu'après, il va me falloir conclure. Oui, donc je l'ai abordé vite fait, mais pour nous, l'objectif d'un prochain projet européen, c'est l'employabilité et voilà, et rendre les opérateurs pyrénéens, puisque les projets souvent sont les Interreg sont de chaque côté des Pyrénées, mais rendre les différents opérateurs forestiers pyrénéens employables le mieux possible. Donc, c'est de mettre un projet autour de l'emploi forestier. Voilà. Et vous travaillez à un tel projet? Réfléchis déjà, ouais. Ok, parce qu'avec la lenteur administrative partout, y compris au niveau européen, il faut s'y mettre tout de suite. Oui, oui, et puis bon, le contexte est un peu compliqué avec les projets européens. Pardon. Non, allez-y. Si vous me permettez ma petite conclusion à moi de tous ces 4 séminaires que j'ai trouvés passionnants, il faut aussi parler de tout ce que vous faites à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses entre vous avec les différents, l'emploi, la formation, tout ça. Et puis, il y a la notion de parler de cet univers qui est si beau et auquel vous faites tellement attention et avec une telle rigueur. Je voudrais terminer avec une bonne nouvelle, en tout cas pour 2 des participants, donc qui sont les gagnants du tirage au sort de ce soir. Ces 2 participants sont Bernard Morin et Emmanuel Berger, qui vont donc avoir le droit à une formation gratuite. Il est 19h. Merci à tous les 4, merci à tous les participants et merci aux organisateurs. Je me permets de vous souhaiter une bonne chance à tous. Bonsoir.